Salut la France, aujourd'hui je vous propose un nouvel interview d'un membre des forces de l'ordre issu de la BAC qui opère sur le Val-de-Marne. On va l'interroger pour lui demander ce qu'il pense lui de la police, comme je l'avais fait auprès des citoyens. Allez, t'es prêt? Let's go, c'est parti. Salut. Salut. Tu opères dans le Val-de-Marne, tu travailles pour la BAC. C'est ça exactement. Et ça fait combien de temps que tu travailles dans ce milieu? Écoute, moi je suis policier depuis à peu près une dizaine d'années, donc j'ai un petit peu moins de 35 ans et je suis en BAC depuis 5-6 ans à peu près. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Si tu devais donner toi une note à la police aujourd'hui en France, quelle note tu donnerais sur une échelle de 0 à 10? C'est pas facile parce que la police c'est pas un métier, c'est vraiment plusieurs métiers différents. La police telle que moi je la connais et la police dans laquelle j'ai pu travailler, je mettrais la note de 7. Okay. Après il y a des services que je noterais peut-être un peu en dessous, d'autres services que je noterais un peu au-dessus. Les services que j'ai pu côtoyer, si j'essaie de faire une moyenne, je dirais que 7 c'est une bonne note. La dernière personne que j'ai interrogée des membres de la police m'a donné également la note de 7. Pourquoi cette note alors? En fait je pense que c'est vraiment, on va dire, les acteurs, quel que soit le service, les policiers eux qui prennent la bonne note. Et plus, on va dire, le fonctionnement, le matériel, les logiciels, on va dire toute la logistique et l'administration en elle-même qui prend la mauvaise note et qui redescend un petit peu le niveau. Après, forcément, il y a aussi des individualités, il y a des collègues voilà, qui sont rentrés pour les bonnes raisons, par passion, etc. D'autres, peut-être un peu plus pour bénéficier du statut de fonctionnaire. Bon, bah, voilà, hein, certains savent de quoi je parle. Et il y a aussi un gros souci, je pense, au niveau du recrutement et ça fait un peu baisser la note, quoi. Est-ce que là-dedans aussi on peut évoquer le fait de pouvoir avoir peut-être du pouvoir en rentrant dans ce type de fonction, d'obtenir du pouvoir à l'égard de la société? Ah bah, si on rentre en pensant avoir du pouvoir, on rentre pour les mauvaises raisons, hein. C'est justement au contraire pour moi, on a plus des responsabilités qu'autre chose. Comme disait un collègue d'une unité spécialisée, la BRI pour ne pas le citer, la cagoule donne pas de droits, elle donne encore plus de devoirs. Voilà, les gens pensent que les policiers, c'est pour certains en tout cas les frustrés qui viennent justement profiter de leur statut pour faire leur petit chef. Au contraire, aujourd'hui on est encore plus soumis à des contraintes qu'autre chose. On est justement les flics, on est les plus fliqués finalement. C'est nous qu'on filme, qu'on va noter, qu'on va juger, ouais. Voilà, c'est très compliqué. Donc non, on peut pas rentrer dans la police pour faire le chef. Les règles, c'est pas nous qui les faisons. Les règles, c'est le législateur qui les fait, nous on les fait juste appliquer. Donc en fait, voilà, on est juste le bras armé finalement de la justice, on n'est pas les rois, hein. Si tu devais du coup donner 2 notes, si tu notais plutôt la logistique, l'administratif, tout le système de fonctionnement en amont, là ta note serait plus sévère? Alors déjà, moi je vais encore une fois pouvoir parler que de ce que je connais, c'est-à-dire le terrain. J'ai jamais été policier dans un service d'investigation. Maintenant j'ai quand même des procédures à rédiger. Et quand je rédige mes procédures, je les rédige sur des logiciels qui sont archaïques, avec une ergonomie plus qu'obsolète. Des ordinateurs qui plantent, un système informatique qui est mis à jour sans cesse. C'est des journées des fois où on n'a plus du tout la possibilité de travailler sur les logiciels. On a des véhicules qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas du tout adaptés aux courses-poursuites. On a des véhicules, les amortisseurs, les freins, rien n'est renforcé. Par exemple, en BAC, on tourne principalement à 3 ou 4 effectifs avec du matériel qu'on appelle lourd individuel. Donc on a 3 ou 4 gilets pare-balles lourds, casques lourds, c'est du matériel qui pèse lourd. Forcément, quand on démarre et qu'on a déjà 500-600 kg dans la voiture, forcément, il faut un véhicule adapté. C'est pas le cas aujourd'hui. Et nos véhicules ils partent trop souvent en révision parce que justement ça tient pas le choc. L'armement, il y a quand même eu un mieux avec le plan PSIC-BAC suite aux attentats de 2015, je vais pas mentir. Les formations continuent également, mais pour moi c'est encore beaucoup trop léger, quoi. Les infrastructures, les commissariats c'est pareil, on a des commissariats qui tombent en ruine, des commissariats on a des fuites d'eau, il y a des images qui ont tourné sur les réseaux là-dessus. Lorsque certains usagers viennent déposer plainte, ça m'est très souvent arrivé d'entendre des gens dire je comprends même pas comment c'est possible que vous travaillez là-dedans. Dans le privé c'est des choses qui n'existent pas et qui n'arriveront jamais en fait. Voilà. Ensuite pour parler de l'administratif, des retards de mise en paiement des salaires qui peuvent des fois dépasser les 1 an et demi.
On a une lourdeur de la procédure judiciaire où on essaie de passer au tout numérique, mais finalement on doit quand même faire X mille copies papier des procédures. Ne serait-ce que pour faire le plein d'essence, on doit faire noter quel kilométrage, quand, dans ne serait-ce qu'au moins 2 ou 3 registres, faire des mains courantes. 10 minutes passées sur le terrain à faire une intervention, une interpellation, c'est 1 heure passée au commissariat à rédiger sur 3 logiciels différents, comment ça s'est passé, quoi. Est-ce que ça a un impact? Parce que je discutais la dernière fois avec un de tes collègues qui m'expliquait que souvent la problématique principale c'était que vous avez tendance à essayer de faire votre maximum, en tout cas pour la plupart d'entre vous sur le terrain, en vain, malgré un nombre d'interpellations grandissant et fait quotidiennement. Les gens que vous interpellez sont très vite remis en circulation si on n'est pas sur des délits majeurs. C'est-à-dire que si vous savez que lui, si vous l'embarquez, que vous l'interpellez, derrière, il faut rédiger, que c'est compliqué, que ça prend énormément de temps, que c'est face à la lourdeur administrative, être un peu... un petit peu blasé, effectivement, et de ce fait-là, d'avoir envie de devenir aussi laxiste, vous, à votre niveau. Pour revenir à ce que tu disais au début, déjà tu parles pour moi des problèmes de condamnation, de justice un peu trop laxiste. Ça c'est pas pour moi un problème de police, c'est un problème de justice. Forcément police et justice travaillent, en tout cas sont censés travailler main dans la main, l'un étant découlant de l'autre. Maintenant, bien évidemment pour moi le plus gros problème de la police c'est la justice, c'est plutôt l'injustice d'ailleurs, quel que soit le bord politique, quelles que soient les idées. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'en France on a une justice efficace, je pense. Ceux qui ont déjà eu à déposer plainte ou qui sont en attente d'une décision judiciaire, déjà quand on voit qu'il y a pratiquement des mois et des mois d'attente avant la comparution, quand on laisse je ne sais combien de deuxième chance, plutôt des 60e deuxième chance, mais c'est juste pas possible. Et le fait que les délinquants ne soient pas condamnés suffisamment rapidement et suffisamment sévèrement font qu'aujourd'hui la police ne fait plus peur. Parce que ce qui fait peur, c'est la condamnation. La police, elle n'est pas là pour faire peur, elle est là pour présenter à la justice qui, elle, devrait appliquer des sanctions exemplaires qui dissuadent les délinquants finalement de recommencer et donc de se faire interpeller. Or, c'est pas le cas et donc c'est ça aussi qui porte un sacré préjudice à notre métier. Forcément, sur des délits mineurs où on a, on va dire, encore en tête des décisions de justice sur des faits similaires, on sait que voilà, ça n'a pas donné, on va se dire, bon, là, celui-là, on va pas le ramener, ça sert à rien. On sait que, mettons, il y a 1 mois, on avait ramené un mec qui avait exactement, mettons, la même quantité de stupes ou qui avait commis les mêmes faits dans les mêmes circonstances, ça n'a rien donné, on laisse tomber ou on attend d'avoir plus. Si on se lance dans 1h30 de rédaction de procédure et que derrière ça donne rien, c'est 1h30 où nous on n'est pas sur le terrain pour faire autre chose de plus intéressant et qui amènera une condamnation un peu plus ferme, quoi. Donc, tu préfères être efficace et être sur le terrain plutôt que de passer 1 heure dans un bureau à rédiger un rapport qui n'amènera à rien. En bac, en tout cas, on a encore cette chance de pouvoir décider ce qu'on fait. On a moins on va dire, de consignes que d'autres unités de terrain. On est un petit peu plus libre. Et du coup, ça nous permet de choisir aussi nos missions. On donne de l'importance à ce qui nous semble important. Et puis on a évidemment des consignes et des secteurs qu'on va nous imposer pendant certaines tranches horaires, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous demande, c'est ce qu'on demande à une BAC, c'est de privilégier plutôt de la moyenne délinquance plutôt que de la petite délinquance. Après, chacun a des domaines qu'il préfère. On a tous des préférences en termes d'infractions. Il y en a qui sont plus intéressés par tout ce qui va toucher aux stupéfiants, d'autres ça va être les atteintes aux personnes, tout ce qui est les violences conjugales, intrafamiliales, d'autres ça va être plus les cambriolages, et ça c'est encore une fois ce que je disais au début, ce qui est dans la police, ce qui est bien, c'est qu'on a des métiers et on peut se spécialiser même très très loin dans des services d'enquête qui ne font que de la lutte anti-cambriolage ou que de la lutte anti-stupéfiants. Il faut aussi justement cette complémentarité dans l'équipage pour faire que tout le monde s'y retrouve et lutte activement contre la délinquance. Dans une commune, il y a toujours des stupéfiants, de la délinquance de passage, et il faut savoir s'adapter, quoi. Bientôt, je vais te demander d'interpeller tous ceux qui font un peu trop de bordel à côté de nous, parce que on a un petit peu de délinquance à nos côtés là. On est dans un parc, il y a un peu trop de. Il y a un petit rouquin là. On n'a pas menti, nous sommes dans un parc. Je voudrais revenir sur ce que tu viens d'évoquer, à savoir que dans toutes les communes, il y a du trafic de drogue. Ça devient quelque chose de commun, cette montée du trafic, cette montée de la délinquance. Est-ce que c'est les réseaux qui amènent à penser que finalement, ou le fait qu'on ait davantage d'accès à l'image qui amène à penser que la délinquance augmente, ou est-ce que c'est réel et tu le ressens dans ton activité? Est-ce que c'est normal d'entendre qu'il y a de la délinquance, il y a du trafic dans toutes les communes de France? J'ai pu travailler dans 2 communes totalement différentes. Une commune, on va dire, très très dure au niveau de la délinquance avec des contrôles qui sont
tous compliqués, il y a Sage, etc. Et une commune avec une délinquance qui est moins ancrée, qui est plus une délinquance de passage, où il y a moins de trafic de stupes implantés comme on peut les voir dans des communes comme les grosses communes du 93, avec des trafics de stupes dans les halls, avec des guetteurs, etc. Je pense que chaque commune a un peu ses spécificités. Maintenant, il y a effectivement des trafics, et il y a surtout des jeunes qui s'adaptent un peu aussi aux méthodes policières. Ils sont pas bêtes, hein. Ce que moi je remarque, c'est qu'on a de plus en plus de trafic de stupéfiants en livraison, avec des petits scooters, etc. On a moins ce trafic de rue dans les halls, avec la recharge, le vendeur, les choufs, etc. Ça se passe un petit peu moins comme ça, sauf dans des grosses communes, dans le sud de la France, comme c'est connu à Marseille, dans les quartiers nord, etc. C'est Uber Chic. Ouais, c'est ça, c'est du Uber Chic, bien sûr. Maison. Ça fonctionne comme ça, et il faut que nous, on adapte aussi nos méthodes. Comme Snapchat, Telegram, elles sont pas créées pour le trafic, mais forcément, c'est des applications de messagerie cryptées, et elles sont toutes indiquées pour ce genre de trafic. Et vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de pouvoir retrouver directement via ce type d'application les profils qui proposent du commerce? C'est des applications qui sont malgré tout assez bien faites et qui protègent l'anonymat des messageries. Maintenant, oui, bien sûr que la police, et heureusement encore, a la possibilité de retrouver les messages, etc. Sauf que ça va demander des réquisitions judiciaires qui vont être faites au siège, qui généralement ne sont pas en France. Et la coopération ne se fera que si le préjudice est très important. Généralement, c'est une atteinte à la vie. S'il y a des faits de trafic d'êtres humains, pour des petits trafics de stupéfiants, la coopération ne se fera pas. Les résultats, les retours seront trop longs. Ceux qui gèrent les trafics, justement, où tu commandes et tu te fais livrer chez toi. Un truc un peu plus important, où tu commandes, tu as l'impression que tu es en train de commander ta pizza, sauf que tu commandes 12 grammes, 50 grammes et on t'amène ça chez toi directement. Ce qui pour toi est important à l'échelle d'un État, à l'échelle d'un service d'enquête qui fait des fois des interpellations avec des saisies de plusieurs tonnes, c'est pas important. Pour déclencher, on va dire, la coopération internationale d'une entreprise basée à l'étranger, il faut plus que ça. Ça sera toujours possible. Maintenant, je vais pas m'avancer sur des choses que je connais pas non plus. Il y a des cyber-enquêteurs qui sont extrêmement pointus, et je pense que voilà, il y a les technologies avancent, mais ça reste très compliqué, ils l'ont bien compris. Et il faut quand même plus miser sur le flagrant délit et ce que nous on va voir sur le terrain, plutôt que sur la cyber-enquête pour mettre un coup d'arrêt à ce genre de trafic, quoi. Ce qui est beaucoup plus compliqué finalement qu'un trafic de rue dans un hall où on sait comment ça fonctionne. Une nourrice, un vendeur, on sait où sont positionnés les acheteurs, les guetteurs. Ce que moi je vois comme gros, à l'échelle nationale, c'est petit, ok, très bien, mais en fait ça revient à la banalisation de la délinquance. Ça rejoint ce que tu me disais dans ta deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui on a une vraie montée de la délinquance ? Je pense qu'il y a autant de délits, peut-être effectivement que la médiatisation aide à ce qu'on les voit un peu plus et qu'on a l'impression du coup qu'il y en a plus. Moi je pense quand même qu'il y en a un petit peu plus. Les chiffres le montrent, faut pas mentir. Il y a une montée de la délinquance. Mais il y a surtout, et là je vais vraiment utiliser un terme qui fait un peu polémique, il y a un ensauvagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant les jeunes, il y allait avoir une bagarre à la sortie du collège. Maintenant il y a une bagarre mais il y a un coup de couteau. Avant il y allait avoir un vol de sac à main. Bon bah la petite mamie elle résistait un peu. Et ben maintenant si elle résiste, ils vont la traîner au sol, lui mettre des coups de pied dans la tête, et si elle décède, et ben elle décède, c'est comme ça. Maintenant s'il faut percuter une poussette pour prendre la fuite, il percute une poussette. Il y a ce côté vraiment ne pas respecter la vie humaine, et il n'y a plus de limites. En fait. Et ça il faut bien que les gens le comprennent. Quand ils nous voient prendre des précautions sur certains contrôles, mettre la main sur notre arme, etc. Même quand il s'agit de groupes de jeunes de 16 ou 17 ans, j'entends certaines fois des adultes dire oui c'est bon, arrêtez de faire les cow-boys, c'est des enfants. Sauf que les enfants, comme ils les appellent, c'est les mêmes qui vont se mettre des coups de couteau, voler des voitures, se rouler dessus, etc. Les affaires récentes, c'est quasiment que des mineurs ou des très jeunes majeurs. Il n'y a plus d'âge en fait, il n'y a plus de limite comme ça pouvait l'être avant. Voilà. Quand on demande aux gens quel était pour vous l'âge des terroristes du Bataclan, ils vont s'imaginer des barbus de 45 ans, c'est des gens qui ont 25 ans en fait. Aujourd'hui c'est des jeunes matrixés par les vidéos, les clips, l'argent facile. Pour eux il n'y a plus de limite. Et quels seraient les principaux axes que tu aurais tendance à développer pour améliorer ça? Mon métier est plus dangereux que celui que faisait, voilà, que celui que j'exerçais avant, que celui qu'exerçaient les générations de policiers précédents. C'est de plus en plus dangereux. Donc je pense que bien sûr qu'il y a un salaire qui doit être en conséquence. Je trouve qu'aujourd'hui on n'est pas assez payé pour les risques qu'on prend. Je ferai en sorte évidemment de mettre plus de budget dans le matériel. Mais si la finalité c'est qu'on remet tous ceux qui commettent des délits moyens, on va dire, hein, trafic de drogue, baston, voilà, un peu d'agression physique, quelques vols de véhicules, voilà.
mais qui vont pas jusqu'au décès ou jusqu'à des problèmes physiques importants. On reste sur le délit, on évite le crime, quoi. Ces gens-là, si on les remet tous dehors en permanence. Si tu me dis je suis ministre de la Justice, là j'ai une réponse. Les gens disent la justice en France c'est extrêmement laxiste. Si on était aux États-Unis, en Russie, bon après c'est les clichés, bah, ça serait pas pareil. Mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui on prend le code pénal français, le code civil, on l'ouvre, c'est l'un des codes les plus stricts qu'on ait en Europe. Si on faisait appliquer stricto sensu les lois qui sont inscrites dans les codes pénal, les civiques, etc., mais c'est terrible, hein, c'est la fin, c'est fini, il n'y a plus de délinquance, il y a zéro récidive. Un vol de téléphone, même tu es au restaurant, tu tournes la tête à gauche, tu as laissé ton téléphone, quelqu'un le prend sans violence, sans rien, c'est 3 ans ferme. Si tu fais déjà 3 ans du premier au dernier jour pour avoir pris un téléphone sans violence et tout, je pense que déjà ça te dissuade de recommencer. Un viol, s'il est commis avec des circonstances aggravantes, etc., c'est des 20 ans de prison. Une main au cul, tu touches les fesses d'une femme dans le métro, tu prends 5 ans ferme, bah, ça te fait réfléchir. Hein. Eux, ils vont nous dire, quand je dis eux, c'est la classe politique, si on fait appliquer les lois, on met tout le monde en prison et on a déjà plus de place. Ça ne fait qu'un temps, puisqu'au final, une fois que les gens y sont, bah déjà ils récidivent pas. Vu qu'il y a une dissuasion, il n'y a plus de récidive. Et la première vague passée, les suivants ils y vont plus et puis c'est fini. On a réglé le problème de la surpopulation carcérale. On a tous le droit à une seconde chance. Une seconde chance, pas 60, 70, 80 secondes chance. Si bien sûr il n'y a pas de victime physique, etc., on a commis une infraction, on a droit à une seconde chance, une peine alternative, une peine aménagée, une obligation de soins, un stage ou quelque chose, voilà, pour une prise de conscience. Ok, pas de souci, je suis d'accord. Dès la seconde fois, pour moi, c'est qu'il n'y a plus d'excuse, c'est que c'est un choix de vie. Voilà, c'est pas un accident, c'est un choix de vie. Tout le monde a des problèmes, etc. Et pourtant, et bien heureusement, dans les cités, les gens ne commettent pas d'infraction. Enfin, la plupart des gens ne commettent pas d'infraction. Parfois même dans certaines familles, on a donc les mêmes parents qui travaillent au même endroit, qui vivent au même endroit, dans le même appartement, et on va avoir dans une fratrie de 4 frères et sœurs, 3 qui font des études dont on n'a jamais entendu parler au commissariat, et 1 qui se retrouve tous les 4 matins au commissariat et qui finit en prison. Et lui va nous dire ouais mais c'est la rue, c'est comme ça, c'est la galère, etc. Mais dans ce cas, c'est la même galère pour ton frère et ta sœur. Pourquoi eux? Pourquoi ta mère, ton père se lèvent le matin tôt, arrivent à travailler, ne se font jamais parler d'eux? Pourquoi ton frère, ta sœur, qui a eu exactement les mêmes chances que toi, qui a fait ses études, son collège, son lycée dans le même établissement que toi, n'a jamais eu un seul mot dans son carnet et finalement réussit à travailler légalement? C'est bien que voilà, c'est un choix de vie. Les mauvais choix, les mauvaises conséquences. Aujourd'hui, les gens vont estimer que leur pouvoir d'achat, leurs finances sont trop faibles et de ce fait-là, vont avoir tendance à commettre des délits pour s'en sortir. Est-ce que tu estimes que ça a du sens? On a tous envie de gagner à l'euro million, hein. L'argent facile ça fait rêver tout le monde. Bien sûr que le pouvoir d'achat diminue, mais il diminue pour tout le monde. Il faudrait qu'il y ait un effort collectif. C'est une question d'éducation, c'est une question de volonté, c'est une question de ne pas être un feignant qui va chercher l'argent facile là où il est. Et il faut bien se dire une chose, c'est que même ceux qui disent ouais moi je vais chercher, je fais de mal à personne, etc., il y a toujours des victimes. Au final il y a toujours des victimes collatérales, indirectes. C'est juste une question d'éducation et quand on a envie de réussir, on peut réussir. Aujourd'hui, on a quand même énormément d'aides, et pas que financières, hein, en France. Donc je pense que bon, si on s'en donne les moyens, on peut y arriver. Faut arrêter de se cacher derrière ça. Il y a des professions, et je parle pas de la profession policière, parce qu'on a malgré tout, même si je pense qu'on devrait être mieux rémunéré, on a une rémunération qui est quand même très correcte au vu du niveau d'études qu'on nous impose pour rentrer dans la police, etc. D'autres professions, comme par exemple je vois dans le milieu hospitalier ou même les agriculteurs ouais, là pour eux c'est quand même vraiment compliqué et ils sont en droit de réclamer plus. Et quand eux manifestent, bah oui forcément ça fait mal au cœur quoi. Je voudrais revenir sur, effectivement là tu parles de différentes activités, tu as parlé du milieu hospitalier ou d'autres activités qui sont compliquées, la vôtre l'est, et justement est-ce que aujourd'hui tu estimes que ton métier est véritablement utile, et est-ce que des fois tu te réveilles pas le matin en te disant mais finalement, à quoi ça sert? Puisque tous les jours, je réitère, je réinterpelle cette personne. Et finalement, 24 heures après, si ce n'est pas moins, elle est à nouveau sur le terrain en train de commettre le même délit. Comment tu le ressens ça? Est-ce que c'est pas difficile à vivre et est-ce que tu as le sentiment que ton métier encore aujourd'hui a du sens? Je sais que pour certains policiers, la réponse est oui, j'ai du mal, etc. Je n'ai jamais ressenti ça.
évidemment notre police aujourd'hui elle a du sens. Aujourd'hui mon métier il est utile, c'est ce qui tient la société pour moi. La police on l'enlève une journée, c'est comme si on enlevait les pompiers. La société s'effondre, mais vraiment je le dis, la société s'effondre. Certains anarchistes disent qu'il faudrait carrément supprimer la police et qu'on leur dit mais dans ce cas qu'est-ce que vous mettriez à la place? Il y a le bon, le mal, il y a quand même des gens qui commettent des délits. Ils commettent pas des délits parce qu'il y a la police, ils commettent des délits parce qu'ils ont besoin de voler, d'avoir de l'argent facile, etc. Ils vont dire oui, on mettra en place une espèce de milice citoyenne. Oui, mais du coup, la milice citoyenne, ça s'appelle la police, du coup. Oui, mais elle ne dépendra pas de l'État. Oui, peut-être, mais au final, vous ferez exactement le même boulot que moi aujourd'hui. Moi, je ne travaille pas pour l'État. Je m'en fous, je travaille pour les gens. Aujourd'hui, mon patron, c'est un peu les Français. Mon patron, c'est pas le ministre de l'Intérieur. Si, c'est ce qui est marqué sur ma fiche de paye, c'est lui qui me paye, mais moi, je travaille pour les gens. Tous les matins, quand je me lève, je sais que je vais faire quelque chose d'utile. Et tous les soirs, quand je me couche, je sais qu'aujourd'hui, même si le mec qui a frappé sa femme, il va pas aller en prison 10 ans, au moins ce soir, elle dormira tranquille et lui sera au commissariat. Et ça sera peut-être même une seule nuit de gagnée ou une prise de conscience pour elle qu'il faut qu'elle se sépare. Moi, j'ai jamais ce sentiment d'inutilité ou de me dire c'est un coup d'épée dans l'eau. Au niveau du stupéfiant, peut-être, de la lutte contre le stupéfiant, on arrive quand même encore à ralentir fortement le trafic ou dans certains quartiers où c'est pas un gros trafic implanté, on arrive à dissuader d'implanter un trafic ici. Par contre, pour tout le reste, toutes les infractions aux victimes, etc., ne serait-ce que par notre présence dissuasive quand on passe en véhicule ou qu'on fait des patrouilles, etc., bien sûr que ça a une utilité directe et que ça influe sur la vie des gens. Ça ne pourra pas me l'enlever en fait. Je fais un métier utile. Durant les JO, on a vu que la présence policière avait du sens puisque on avait rameuté bien sûr tout l'effectif national. On avait cette fameuse question, mais même moi je me posais cette question. Je dois bien dire que même moi je me la posais la question. J'entendais souvent, est-ce que mettre plus de bleus, est-ce que mettre plus de policiers, ça fait descendre la délinquance? Plein de gens disaient, et moi le premier j'étais pas sûr de la réponse. Je me disais c'est pas parce qu'on est un flic à tous les coins de rue qu'il y aura plus de délinquants. C'est peut-être plus compliqué que ça, il y a des phénomènes de société qui font que c'est peut-être plus compliqué. Et la réponse finalement elle est simple. Grâce au JO, on a pu mettre à échelle réelle en application cette théorie. Le résultat, 0 délinquance. Plus de policiers égale moins de délinquance. C'est un petit peu dur d'avoir un policier à chaque endroit. Au niveau des libertés, on a l'impression d'être fliqué un peu partout. C'est comme mettre des caméras partout. Ok, je comprends. Ça, je peux le comprendre. On préfère peut-être croiser des policiers que des délinquants. Durant les Jeux Olympiques, on est d'accord que l'effectif national a été rameuté à Paris. Il y a eu quand même, une continuité de service minimum dans les autres communes de France. Est-ce qu'à ce moment-là, la délinquance a augmenté sur le reste du territoire ? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Je vais pas te dire de bêtises, j'ai pas de réponse. La chose est sûre, c'est que je sais que par contre, c'est une plus chutée, c'est qu'elle a disparu sur la plateforme parisienne. Si demain on décide d'assainir Paris, si par exemple, moi je me dis, je suis ministre de l'Intérieur demain, je vais y aller ville par ville. On se dit, oui, finalement, il y a de plus en plus de délinquants. On devait hiérarchiser les délits. Donc un vol de téléphone aujourd'hui, on laisse tomber. À l'inverse d'une personne que j'interrogeais dernièrement concernant la justice, où il me disait j'ai été au Japon, mon vol de téléphone il a été pris au sérieux, j'ai retrouvé mon téléphone dans la journée, parce qu'un vol de téléphone au Japon c'est rare, qu'en France des vols de téléphone. Pour s'en occuper, exactement. Vu que nous on a beaucoup trop de travail, on va centrer sur les priorités, donc on va au plus grave. Mais s'il y avait moins de délits, on pourrait centrer les priorités sur tout ce qui arrive, c'est-à-dire le peu qui arrive. J'ai des collègues qui ont fait la passerelle, qui sont passés de la police à la gendarmerie. En zone gendarmerie, il y a quand même moins de délinquance. La gendarmerie dans laquelle il est allé, justement, était quand même vachement plus rurale. Sur le commissariat où j'étais avant, il avait, je crois, 400 dossiers à gérer. Sur la nouvelle zone, avec pourtant une zone géographique plus grande, il avait plus que 60 dossiers. Et donc forcément, quand on n'a que 60 dossiers contre 400, on a le temps de faire des réquisitions pour avoir les vidéos de surveillance, on a le temps de faire du balisage, des écoutes téléphoniques, mettre en place des actes d'enquête qui peuvent permettre de confondre le ou les auteurs. Si jamais on n'a pas le temps, on nous dit écoute, là il y a trop de dossiers, au pire là tu as 1 ou 2 heures pour trouver une bonne idée, pour essayer de trouver l'auteur là. Si jamais tu trouves pas, écoute, ça rejoint la pile. Quand il y a trop de dossiers, ça s'accumule, et du coup on traite ceux qui arrivent. Et on va dire si dans les 24 heures, t'as pas trouvé l'auteur, ça rejoint le dessous de la pile. Ce qui va se passer, un meurtre, ok, ça va être donné au service départemental de police judiciaire, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau d'enquête, c'est des enquêteurs qui sont très spécialisés, et qui du coup ne prennent que les meurtres, et du coup qui ont très peu de dossiers, et donc du temps à gérer. C'est des collègues qui ont une charge de travail moins élevée, qui du coup ont plus de temps. Vu que la délinquance, selon toi, et d'après les chiffres, elle augmente. C'est ça. Moi je parle de traiter là tout de suite la problématique de l'augmentation du trafic de drogue par exemple, de la délinquance de manière générale. Je réquisitionne les policiers au niveau national pour faire
une razzia. Je me rappelle de Sarkozy qui disait on va tout nettoyer au Karcher. Ils essayent de faire avec les CRS-8. Ils envoient la phare, ils font les opérations place-net, on appelle ça. Ils envoient la phare, les collègues ils arrivent, ils sont 100 et ils font, comme tu dis, entre guillemets, nettoyage. Ils contrôlent absolument tout le monde. Tous les commerces qui sont dans la cité, ils font sortir tout le monde, ils vérifient tout. Les mecs ils se barrent en courant, la drogue elle est cachée. C'est un super nettoyage de surface le jour J à l'instant T. Voilà. Est-ce que tu penses que si on avait tendance à se dire ok, je commence par Paris, je rassemble 50% de l'effectif national et j'amène tout cet effectif sur Paris pour que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois s'il faut, je demande à mes effectifs qui focus sur cette ville afin de montrer l'exemple. Pourquoi pendant les JO on est capable de le faire et pourquoi au quotidien on n'est pas capable de le faire? On a mis dans des bus aussi tous ceux qui entre guillemets posaient problème, qui faisaient un peu moche à voir. On les a envoyés en province et puis quand c'était fini ils sont revenus. Il faudrait qu'il y ait pendant 1 mois x10 d'effectifs de police et de gendarmerie en France et qu'en simultané tout le monde soit traité. Déjà il faudrait traiter les OQTF, il faudrait renvoyer chez eux les délinquants qui n'ont rien à faire chez nous, qui sont là clandestinement et qui en plus respectent pas les lois et qui commettent des délits. Ça serait déjà ça de gérer. On a déjà assez à faire avec les Français. Puis après, la justice, pour moi il n'y a que ça. Créer des prisons. On peut parler du milieu carcéral. On voit sur les réseaux des mecs qui jouent à la PlayStation, qui ont l'air d'être plutôt détentes dans leurs cellules. Ça me scandalise et je pense que je suis pas le seul. Ces profils-là pourraient peut-être aider à l'économie du pays. La prison, c'est pas non plus facile. Bien sûr. Ça. Mais par contre, c'est pas fait pour être facile. Encore heureux que c'est pas facile. Pour qu'en France, on soit vraiment condamné à une peine de prison ferme et qu'on effectue cette peine réellement. C'est qu'on a fait quelque chose de grave. On a déjà fait plusieurs fois quelque chose de grave. C'est qu'on est forcément récidiviste, sauf si vraiment c'est un crime. Pour moi, ces mecs-là, on s'en fout qu'ils soient bien. Faut arrêter de dire oui, mais quand même le bien-être. Non, il n'y a pas de bien-être. Je m'en fous complètement que le mec ait un bien-être. Je m'en fous qu'il se réinsère. Je le dis, j'en ai rien à foutre qu'il se réinsère, ce mec-là. Je m'en fous complètement qu'il puisse suivre des études, voir sa femme, avoir des relations intimes avec son épouse ou quoi en prison. J'en ai rien à foutre de ça, en fait. Il n'est pas là pour ça. La seule utilité d'une prison, c'est ça. C'est de mettre à l'écart des gens qui n'ont rien demandé, les gens qui posent problème. C'est tout. Et que ça soit suffisamment dur pour qu'ils n'aient pas l'envie de récidiver. Et juste les prisons, j'ai entendu, c'est 10 millions par jour. 150 et 200 euros par jour. Ouais, en tout cas, j'ai entendu que c'était 10 millions par jour. Que les gens qui regardent vérifient que ça coûte à peu près 4 milliards à l'année. Si ces profils-là, pendant 10, 12, 14 heures, aujourd'hui c'est 8 heures le temps de travail légal en France, 7 heures, et ben eux ils vont travailler 10 ou 12 dans des milieux pas forcément simples. Le but c'est qu'ils fassent ce que les autres ne veulent pas faire, en tout cas en partie. Réindustrialiser la France, et ben ça passe par de la main d'œuvre qui peut-être aujourd'hui se voit plus faire les influenceurs sur les réseaux sociaux. Cette main d'œuvre aujourd'hui carcérale, elle peut peut-être faire ce que certains veulent plus faire. Il y a quand même, voilà, les gens on va leur dire vous travaillez, ils vont dire non, on ne travaillera pas. Voilà, on va pas leur mettre des coups de fouet. On n'est plus au Moyen-Âge. Et quand je vois des gens qui disent ouais mais il faut quand même leur permettre de se réinsérer. Quand ils n'étaient pas en prison avant, ils avaient toutes les chances pour travailler légalement, ils l'ont pas fait. C'est pas maintenant qu'ils sont en prison qu'ils vont s'y mettre. Est-ce qu'on peut pas essayer de les amener justement à peut-être envisager de se réinsérer en prouvant leur bonne foi, en montrant qu'ils sont prêts à travailler? Ça passe par justement une réduction de la peine s'ils font le nécessaire et qu'ils montrent de l'investissement dans ce qu'on va leur proposer à faire. On peut aussi être un peu plus strict, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux une console dans ta cellule, tu veux une plancha dans ta cellule, tu veux un paquet de cigarettes, tu veux un téléphone portable, et encore ça je trouve ça un peu inadmissible. Le contrôle est difficile mais ça reste interdit. Et comment on peut aussi m'expliquer que si c'est interdit dans l'endroit qui est censé être le plus sécurisé de France, on arrive à se le procurer? Ça aussi ça n'a aucun sens. Encore une fois, c'est un autre débat. Les lois sur les palpations obligatoires ou non, sorties de parloir, etc. Tout ça c'est encore une affaire de justice. Les auteurs d'infractions travaillent pour déjà la première des choses, c'est indemniser les victimes des faits qu'ils ont commis. Effectivement. Avant même de dire gagner de l'argent pour la France ou pour qu'ils s'achètent des choses, que déjà ils payent pour indemniser les victimes. Et effectivement, ça c'est déjà la première des choses pour Absolument. Moi. Aujourd'hui on les fait travailler, ils remboursent même pas les dommages-intérêts. Les dommages-intérêts ils sont en grande partie, quand c'est des délinquants machin, payés par qui? Par le service d'aide au recouvrement des victimes, autrement dit les impôts des Français. Voilà, donc en fait on paye encore une fois pour ceux qui font des conneries. C'est exactement comme aujourd'hui ceux qui n'ont pas d'assurance dans leur voiture. Ils ont un accident, c'est ceux qui payent leur assurance, qui cotisent entre guillemets pour cette espèce de je sais plus ce que c'est, une commission quoi, voilà, qui va indemniser. Donc en fait c'est toujours pareil quoi. C'est toujours les mêmes. Les gens en ont marre. C'est ceux qui eux font les choses dans les règles et payent pour ceux qui ne le font pas. Donc effectivement, il faut qu'on soit un peu plus sévère avec ceux qui veulent pas respecter les règles. Ceux qui décident de se mettre en dehors du système ne devraient pas pouvoir bénéficier des avantages du système. Et pour moi, c'est inadmissible que quelqu'un qui décide d'être un délinquant bénéficie de plus d'avantages que par exemple une personne âgée en retraite dans notre pays qui a travaillé toute sa vie, qui a cotisé, qui galère à se loger, à se nourrir, etc. Quand on voit qu'ils sont logés, nourris
ils ont des activités, etc. C'est pas normal. On se dit en fait, ou même un sans domicile fixe, en fait, vaut mieux aujourd'hui être en prison, quoi. Bah ça, c'est juste pour moi inadmissible, en fait. Voilà. Faudrait quand même qu'il y ait que ce soit la prison, ça fasse peur, en fait. Mais c'est vrai que des fois, c'est la question que je me pose. Il y a des personnes qui galèrent dans la rue, qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui essayent de ne pas faire forcément de bruit qui entendent que d'autres sont nourris, logés, blanchis, façon de parler, ou dans des conditions, somme toute, bien correctes en prison. Ça peut aussi même limite à l'inverse pousser à la délinquance. Moi demain je galère, j'ai plus de quoi me nourrir et je suis en difficulté. Pour ma part j'aurais jamais en aucun cas l'envie d'agresser physiquement qui que ce soit, mais je peux comprendre que certains tendent vers ça. J'agresse quelqu'un, je mets un coup de couteau à quelqu'un, je me retrouve au trou et on va m'amener une PlayStation. C'est inadmissible. Maintenant, je pense qu'il y aurait, et j'ai un coup de com' de Darmanin dernièrement où il explique qu'il va taxer. Mais encore une fois, bien sûr, le coup de com', on l'a vu. Oui, mais c'est de faire payer. Voilà. Ils sont pas solvables. En fait, ça revient. Bah oui, mais dans ce cas, vous travaillez. Bah non, je refuse de travailler. Et bah voilà. Donc ce sera. On peut pas torturer les gens. Ce que je conclue de ça, c'est que ça sera encore la moyenne, la petite délinquance. Ceux qui un peu d'ambiance, ceux qui commettent de la petite délinquance mais qui sont finalement encore insérés dans le système, qui eux vont payer les pots cassés pour les qui commettent de plus grands délits et qui sont absolument comme pas toujours, C'est toujours les mêmes profils qui finissent par subir. C'est ça. Je vais te montrer un passage de mon ancienne vidéo et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Pour moi, il y a les gens qui sont animés par le bien et les gens qui sont animés par le mal. Même dans le milieu carcéral, le pourcentage soit d'Algériens, Marocains, Tunisiens ou Français d'origine algérienne, marocaine, tunisienne est surreprésenté par rapport au reste de la population carcérale. Il y a juste des gentils et des méchants, on t'appelle les méchants. Déjà de venir sans papier, c'est un délit déjà. Ouais. Par définition, ce sont des délinquants. Mais on rentre chez toi en cassant la porte, je casse tout chez toi et quand je te ramène chez tes parents, bah non, vous le gardez. Ah bon d'accord, bah je vais le garder là. Bon bah voilà. Les pompiers ont des heures de sport obligatoires. Nous on vient à peine de décréter des 2 heures de sport par semaine, obligatoires par semaine, et encore quand l'activité opérationnelle le permet, c'est inadmissible. Ouais. Les refus d'obtempérer. C'est que dès qu'il a percuté la premier piéton, là on considère que c'est bon, on peut le tirer. En fait, c'est quand que. C'est effectivement. En fait, les gens attendent qu'il y ait un problème. Qu'on m'explique que ceux qui disent il y avait d'autres choix, qu'on m'explique quel choix il avait. Il y aura toujours besoin d'une police. Il y aura toujours besoin de quelqu'un qui va au charbon, quoi. C'est comme ça.